Et on continue avec Julien, donc du coup pour parler du coup de son métier qui n'est pas uniquement chanteur de Benighted. C'est un métier, chanteur de Benighted en réalité Pas du tout. D'accord. Donc son métier qui est plutôt pas du tout. Qui est plutôt donc son métier qui est plutôt infirmier psychiatrique. Voilà. Et du coup qui nous permet du coup d'éviter de dire des bêtises sur ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques ce soir. Ah non, mais je pense que c'est intéressant de dire des bêtises justement pour voir des fois le fossé qu'il y a entre les clichés et est-ce que c'est vraiment au contraire. Moi je trouve ça très intéressant de connaître justement les clichés pour les déconstruire et puis démystifier un petit peu aussi ce que c'est qu'un patient en psychiatrie, parce qu'un patient qui a un traitement qui lui va pas trop mal et qui connaît bien sa maladie, c'est insoupçonnable qu'il est malade. Mais qu'est-ce que tu dis justement souvent quand il y a des gens qui disent des choses justement sur ce qui se passe en hôpital psychiatrique ou à propos de la maladie mentale en général? Qu'est-ce que tu as le plus souvent à redresser comme connaissance là-dessus? Redresser, j'ai envie de dire, je me fais pas non plus le porte-parole de ça. Il y a peut-être des choses à un moment donné, ça te hérisse le poil et tu te dis non mais il faut arrêter les conneries. C'est ceux qui en parlent en racontant n'importe quoi et en étant persuadés d'en parler en connaissance de cause. Oui, là par contre, oui, je peux dire non. Ouais, parce qu'ils ont vu vol au-dessus des nids de coucou, ils savent ce que c'est, quoi. Voilà, c'est ça. Là par contre, oui, je me permets, mais sinon, non, je suis pas prophète, je suis pas prophète du tout, hein. D'accord. Mais vraiment, les conceptions qu'on se fait en général, t'as envie, par exemple, si tu devais tordre le cou à un a priori, notamment sur les hôpitaux psychiatriques ou sur les malades en hôpitaux psychiatriques, ce serait quoi, par exemple, qui te vient à l'esprit? Oh là là. L'entonnoir. L'entonnoir? Oui, nous on en a pas, hein. Sans déconner, on en a pas. Dans la cuisine. C'est à cause du manque de moyens, ça. Oui, mais c'est ça. C'est manque de moyens, effectivement. Obligé de le faire avec des bouteilles de Contrex coupées en deux, c'est infernal. Enfin, prenons ne serait-ce par exemple que tout ce qui est imagerie, la camisole, la chambre qui est pitonnée. Oui, alors, les camisoles, ça doit s'utiliser ailleurs, mais nous on n'en utilise plus. En France ou simplement? Non, nous dans l'hôpital où je suis, je pense que ça existe encore en France, mais c'est rarissime. Maintenant, quand les gens ont besoin Fistinière, il y en a. Mais c'est une autre ambiance. C'est pas la même indication. Voilà, exactement. Oui, non, justement, oui, non, les gens, quand ils sont ou trop délirants et qu'il faut les rassembler un petit peu, ou simplement agités, ou qu'il y a un risque suicidaire, on les contient, enfin, on les attache au lit directement. Sanglés. Ils sont sanglés. Voilà. Oui. Les chambres capitonnées? Non. Ça n'existe plus. Enfin, si, ça existe, mais pas là où je bosse. Je pense que ça a plus des propriétés acoustiques intéressantes qu'autre chose, quoi. Non, mais je vois. Ah, mais je comprends bien, ouais. Là, pour le coup, c'est plus, moi, je pense aussi à la fistinière, il doit y avoir une pièce avec ça. Pardon. Il y a des cinglés. C'est un beau parallèle. Il y a des cinglés sanglés. Dit, voilà. Elle est mignonne. Il l'a préparé. Il y a des cinglés sanglés. Voilà. Les électrochocs, j'imagine que. Alors les électrochocs, ça existe toujours. Ça existe toujours, bien sûr. Ça revient même, je crois. En fait, c'est hyper obscur la façon dont ça agit sur la tête. Ouais. Mais par contre, les électrochocs, la sismothérapie, pour parler en termes politiquement corrects, c'est quelque chose qui est utilisé encore beaucoup. Il y a trois grandes indications pour la sismothérapie. C'est en premier la mélancolie délirante chez les patients maniaco-dépressifs. En deuxième, c'est les schizophrénies résistantes au traitement. Et en troisième, c'est les dépressions graves résistantes au traitement. Alors, me demande pas par quel mécanisme électrique, l'électrochoc. Non, mais je sais pas exactement ce que ça. Non, parce que c'est pas fait au hasard. Il y a vraiment des indications précises. Oui, parce que c'est déjà se prendre une châtaigne, ça fait déjà assez mal. Alors bon. Non, mais ils dorment, hein. Ça se fait pas éveiller, il y a une anesthésie courte de 10 minutes. Et c'est des séances, en général, c'est, 8-10 séances sur plusieurs semaines. Ah, on les voit pas chialer, alors? Non. Enfin, ils ont même pas mal. C'est dégueulasse, hein. Une petite webcam dans un coin de la pièce, pour rien du tout. Pour étudier l'électrotechnique, c'est des réglages très précis parce que. Bien sûr. Le moindre ampérage suffit déjà à faire un arrêt cardiaque. Alors bon, j'imagine pas les dégâts que ça peut faire au cerveau. Ben oui, c'est ça. Non, mais dans le cas des dépressions, c'est assez dans les dépressions résistantes au traitement, surtout. Ouais. Mais c'est la première indication, c'est vraiment les psychoses maniaco-dépressives. Parce que on est dans du lourd, quoi. Eh ben, pas forcément, parce que, en fait, si tu regardes bien, il y a beaucoup moins d'effets secondaires à une sismothérapie. Je veux dire, mis à part quelques amnésies passagères en général, j'ai jamais vu de patient revenir complètement amnésique ou abruti par la sismothérapie. Un petit peu mal au crâne et c'est vraiment pas systématique. C'est encore un des traitements qui a le moins d'effets secondaires. Comparé aux médicaments. Comparé à des médicaments qui usent plus. Ouais, ça a affiné avec le temps, quoi. Oui, bien sûr. Ah, bah, c'est pas fait n'importe comment, oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est quelque chose qui se fait en rappel en général tous les 4-5 ans. D'accord. Pour éviter que les gens redécompensent. Écoute, si ça peut éviter qu'ils prennent des cachets qui les abîment, j'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, voilà.
c'est pas la torture, quoi. Voilà, c'est Non, pas. bah, heureusement que Là non. encore, Ça, c'est c'est pas encore- Renaud Sudani, Voilà, coucou, c'est ça, encore voilà, une c'est fois. pas évolutionné. Oui, on arrive mieux à maîtriser. C'est les très activités. tributaire de toute l'imagerie très populaire, de on l'attache, on met le truc sur la Bah, tronche, voilà, et oui, puis oui. voilà. C'est pas la chaise C'est- électrique. Voilà. Je suis désolé, hein, mais moi, par exemple, enfin, sur mes grands-parents, j'ai ma grand-mère qui était dépressive Ouais. et qui a eu ça, quoi. Et elle, elle en a quand même beaucoup souffert, mais c'était il y a très Eh longtemps. ouais, ouais, ouais. Bah, Malheureusement, la c'était technique moins a maîtrisé que évolué. maintenant. Oui, Non, c'est- et puis mais heureusement surtout, que ça s'est c'est ce que je affiné. disais tout à l'heure, c'est la considération aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aujourd'hui quelqu'un qui fait de la dépression, c'est pas quelqu'un qu'on envoie avec d'autres personnes qui ont Bien des sûr. pathologies complètement différentes, quoi, ou des maladies complètement différentes. C'est on a réussi quand même à mettre un peu d'ordre dans toutes ces manières de l'esprit d'avoir des problèmes, entre guillemets. C'est vrai parce qu'il y a, enfin moi de mon expérience, j'ai connu par exemple des gens boulimiques, enfin des troubles quand même qui sont mineurs comparés à quelqu'un de bipolaire. Ouais. Après, ça dépend. Eh ben il y a des jeunes filles qui se retrouvaient enfermées avec des schizophrènes au dernier niveau, quoi, pour de la boulimie anorexie. Oui, bien et, sûr. et ça, je veux dire, il y a Mais ça arrive toujours, hein. Bien sûr. Je veux dire, C'est dans malheureux l'hôpital et- public, par exemple, on est censé accueillir Voilà. tous les patients. Ouais. La plupart Non, tout sont à fait. hospitalisés sous contrainte souvent C'est ça. et ont tout type de pathologie. Donc après, c'est notre accompagnement du coup qui est. Et c'est là où c'est très important, qui est justement. enfin, voilà, qui est- L'encadrement. Oui, voilà. Ouais. La façon dont on encadre des patients. L'organisation aussi autour de tout Après, ça. je pense qu'effectivement, d'un point de vue social, aujourd'hui, il y a moins de tabous, je pense, autour de la maladie mentale, quelle qu'elle soit, de la si. déviance mentale. Si. Il y en a encore, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, je veux dire, moi, j'ai Bah, les gens s'y intéressent peut-être un petit peu plus il y a aussi. une démystification, je Oui. pense. Enfin, moi, pour avoir connu de manière peut-être même familiale des gens, il y avait des familles où c'était tabou. Quelqu'un qui avait un problème même de bipolarité, il était fou, on le déshéritait, on n'en parlait plus, quoi. Enfin, Tu sais que ça, c'est- régulièrement, enfin, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui arrivent en se disant, putain, c'est la première crise, la personne a 24-25 ans, et en fait, tu t'aperçois que les parents le gardaient à la maison, alors qu'il était malade. comme entre guillemets, comme un animal honteux, Bien parce sûr. qu'ils osaient même pas aller le faire traiter, parce qu'ils voulaient pas que ce soit dit, quoi. Et du coup, la maladie a eu le temps, entre-temps, de faire son œuvre, Faire du dégât. et on galère, nous, pour essayer de Bien le ramener sûr. un tout petit peu, au moins dans un état de bien-être pour lui, quoi. Parce que oui, c'est vrai qu'une question que je me posais, c'est-à-dire que c'est vraiment pendant longtemps, enfin à une époque plutôt moyenâgeuse, le fou, entre guillemets, était plutôt un illuminé, un marginal. Un personnage délirant qu'on laissait souvent en marge de la société. Et que j'ai lu un peu Foucault. Et attention, il fallait le placer ce soir. Et le fou, c'était vraiment celui qu'on laissait sur le seuil de la cité, où on l'envoyait, les fameuses nefs des fous, on les envoyait en mer, et ils se perdaient en mer comme ça. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression aussi qu'encore aujourd'hui, c'est toujours une certaine mise à l'écart de la société de mettre un malade en hôpital psychiatrique, que ce soit par la famille ou par la société. Est-ce que c'est justement à chaque fois, le plus souvent par la société, que ce soit peut-être, je sais pas, un juge qui décide qu'ils sont envoyés en hôpital psychiatrique, ou la famille qui envoie, ou des fois il y a quand même le plus souvent un patient un malade qui décide de venir de lui-même se faire soigner. Non, le plus souvent, c'est la famille. Voilà, c'est une mise à l'écart quand même C'est la plupart du mise temps. à l'écart ou simplement ils sont débordés. C'est-à-dire que un patient qui est délirant ou qui commence à faire n'importe quoi à la maison, je veux dire, en tant que famille, on peut être très très vite dépassé par quelqu'un qui va pas bien, par quelqu'un qui souffre, on sait pas trop ce qu'on peut faire pour lui. Donc effectivement, le propre de ces maladies, c'est aussi je sais pas combien de pourcents de cas, mais une grosse majorité, la maladie fait que la personne croit pas qu'elle est malade. C'est-à-dire, il y a un déni manifeste de la maladie, et la plupart de nos patients au départ sont hospitalisés sous contrainte, et c'est un long travail de leur faire accepter, qu'ils sont malades, de leur faire connaître un petit peu leur maladie pour qu'ils puissent repérer eux quand ils commencent à déconner, et on va dire demander de l'aide rapidement pour pas aller jusqu'à l'état de crise. Et des fois il faut 4-5 crises avant que la personne arrive à se dire oui, effectivement, il faut peut-être que je fasse gaffe, que je commence à apprendre un peu ce que j'ai, que je prenne correctement mon traitement, et ainsi de suite. C'est très compliqué à gérer, ça se fait sur des années et des années. On est loin de l'angine là quand même. Et par cette mise à l'écart quand même de la société ou de leur propre famille, oui. Effectivement, ça se soigne pas comme ça. Hein. Ouais, là pour le coup, oui. Oui, mais c'est les gens qui alertent. Après, on a plusieurs modes d'hospitalisation. Hein. On a ce qu'on appelle les hospitalisations à la demande de tiers. Donc le plus souvent de la famille, ça s'appelle, je crois que c'est admission à la demande de tiers, maintenant ADT. Et on avait un mode d'hospitalisation qui s'appelait
s'appelait HO, qui était hospitalisation d'office, où là la personne est reconnue dangereuse pour les autres et pour elle-même. Où là les gens, c'est un arrêté préfectoral, c'est le préfet qui signe l'hospitalisation de la personne et la personne est mis dehors toute nue et il lui balance de la chaux comme ça, dessus pour la nettoyer tout simplement. Mais du coup, ça ferait un bon thème de chanson. C'est une décision préfectorale, mais du coup, c'est pas une décision psychiatrique finalement. Bien sûr que si. En fait, c'est on va dire, quelqu'un par exemple a une crise délirante dans la rue. Il y a quelqu'un qui alerte par exemple les autorités, les gendarmes viennent, ils disent oulala, ce monsieur il va pas bien. Ils font venir le médecin du village, le responsable administratif du village, le maire, l'adjoint, enfin celui qui est responsable, l'administratif de garde, et ils remplissent les papiers pour une hospitalisation d'office qui part après à la préfecture, qui est signée par le préfet et qui revient. D'accord, ok, c'est pas direct devant le préfet c'est direct en voie directe. Ok, bon, heureusement. Oui, non. Voilà. Et du coup. Merci déjà, oui, effectivement. Merci pour toutes ces infos, ça fait plaisir quand même. Bien sûr. Mais est-ce que je me pose quand même une dernière question par rapport à ça. Quand tu rentres chaque matin au boulot ou le soir, je sais pas quels horaires on fait là-dedans, mais j'imagine que c'est comme dans n'importe quel monde médical, on n'a pas d'horaire. Est-ce que tu as l'impression de rentrer quand même dans un monde coupé du monde là-dedans? Non, parce que je prends beaucoup de plaisir à faire mon travail et j'ai envie de dire, ça fait 12 ans que je bosse là-dedans. J'ai pas d'appréhension. Enfin, je me connais bien moi. Je pense que je connais aussi assez bien les pathologies et je rentre sans spécialement sans faire attention. Enfin, j'y rentre très naturellement parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire mon travail. J'ai des collègues qui sont adorables en plus, donc on bosse vraiment. On les embrasse dans une très bonne ambiance. Ouais, on bosse vraiment dans une très bonne ambiance et je pense que les patients le ressentent aussi. C'est-à-dire qu'ils sont encadrés par des gens justement qui sont pleins de bonne humeur, qui veulent faire des choses avec eux. Et ça compte beaucoup. Donc j'ai envie de dire, après dans le monde extérieur, non, parce qu'en plus comme on bosse sur notre secteur, les gens sont hospitalisés en fonction d'où ils habitent. Ça c'est valable partout en France. C'est-à-dire, tu peux pas demander à être hospitalisé en psychiatrie à Marseille si tu dépends de Lyon par exemple. Oui. Donc c'est des gens après qu'on recroise dans la rue en allant faire ses courses pour peu que tu habites sur le. Donc bon moi ça, je vis entouré de personnes que j'ai vu à l'hôpital ou. T'as pas l'impression d'avoir à changer de cap? De cap? Non. C'est l'album de la maturité. Non, mais parce que moi, je connais un super endroit, ça s'appelle la Fissinière. T'as des stock options, très bonne camisole. Mathieu Sommet, si tu nous écoutes, salut. Et non, t'as pas l'impression qu'il faut que tu te retournes le cerveau pour comprendre la logique qui se déroule à l'intérieur, voilà. Non. C'est pas comme on dit souvent, il faut être fou pour être psy, ce genre de choses. Non, parce qu'on a tous nos petits côtés un peu. Enfin, moi, je serais extrêmement mal placé pour dire à quelqu'un. Non, t'es pas un peu original, toi? Non, c'est marrant parce que des fois, la plupart des patients dont je m'occupe en hôpital de jour savent ce que je fais avec Benighted. Parce qu'on a été amené à en parler comme ça. Parce que un concert un jour en hôpital? Non, par contre, Kevin est déjà venu faire une intervention, mon batteur, justement en regard de l'atelier musique. Il était venu faire une démonstration de batterie aux patients qui ont trouvé ça d'abord génial alors, entre guillemets, qu'un artiste professionnel se déplace pour venir leur faire quelque chose à eux. Je pense que ça les a beaucoup touchés, ça. Et en plus, c'était juste un moment génial parce que c'est vrai que Kevin, en plus, c'est quelqu'un de super facile dans le contact. Donc les échanges avec lui ont été très simples pour les patients et ça, ils en gardent tous un super souvenir, quoi. Pourtant, ils l'ont vu blaster, tout machin. Ils ont dit, mais il est trop fort, comment il fait? Ça, voilà, les patients, ça les fait rire, en fait. Le métal extrême, ça les fait marrer. Puis ça m'est arrivé d'avoir des patients qui disent, mais vous êtes complètement fous, en fait. Moi, je trouve ça génial qu'un patient puisse me dire ça. Je trouve ça absolument génial, quoi. Super. Alors, si je peux me permettre, le concert en hôpital psychiatrique, ça avait déjà été fait par les Cramps à la fin des années 70. Ils avaient joué dans l'hôpital psychiatrique de Napa. Et quand on regarde le concert, on sait pas si les plus fous, ils sont sur la scène ou dans le public. Ça fait rire, Sergent Fractal. Désolé, j'ai pensé à Nappa dans Dragon Ball Z. On a été au moins 3 autour de cette table à y avoir pensé, je crois. Il me l'a fait personnellement, il m'a regardé quand il a fait une transformation de Super Saiyan, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est pas pour sortir du sujet du tout. D'ailleurs, ce serait bien qu'on écoute de la musique. Oui, je suis d'accord, surtout que c'est ton tour. Hey, merci Julien en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci, bravo. Il reste avec nous encore un petit peu. Il a choisi encore de la musique ce soir, je tiens à le préciser, mais ce sera un petit peu plus tard.